Oui, alors ça, c'est un argument que j'entends souvent. Alors, il faut faire la distinction déjà si on parle au niveau mondial, au niveau national. Euh, alors, le fait que la population mondiale va commencer à baisser, de toute façon, moi j'estime que c'est, on va dire, dans la nature des choses. Enfin, c'est une oscillation de l'espèce, on va dire, une respiration de l'espèce. Mm. Que voilà, 8 millions de personnes sur Terre, 9 millions, puis après ça va vraisemblablement décliner. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut faire très attention de ne pas faire trop de liens. Enfin, en tout cas, pas un lien direct entre population et ressources. Alors, c'est vieux comme le monde, hein. Malthus a écrit dessus, Platon, Aristote, on peut retrouver ça, Paul Ehrlich, enfin, il y a eu beaucoup de bouquins écrits là-dessus. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la planète, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est ce qui compte, si on parle juste bilan carbone, c'est moins la taille de la population que la manière dont elle vit. Dont elle consomme, dont elle produit. Et donc, c'est Emmanuel Pont, un ingénieur qui a écrit un super bouquin là-dessus. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Et je recommande la lecture parce qu'il est vraiment très bien fait. Et lui, il imagine par exemple le scénario Thanos, comme dans Marvel, où tout d'un coup, on divise par deux la population Ouais. mondiale. Et en fait, si on divise par deux la population mondiale, mais que chacun vit comme deux, ça fera aucune différence. Donc en fait, ça dépend beaucoup des niveaux de vie. Ça dépend de l'émission carbone par tête. Ça dépend de la trajectoire carbone et de nos modes de production, de nos modes de consommation. Et moi, j'ai un peu du mal avec le discours qui consiste à dire oui, c'est très bien. Il faut diminuer la population pour améliorer l'état de la planète. Parce que déjà, c'est quelque chose de très facile à dire qu'on est un pays riche, qui sommes déjà en décroissance démographique ou en stagnation. Parce que du coup, ça permet de pointer les doigts tous ces pays en développement qui sont encore en croissance et donc finalement le problème c'est peut-être eux. Et ça évite Alors que c'est nous qui et avons ça évite pourri de la faire planète notre introspection, effectivement, et de nous dire, mais en fait, nous, nos modes de vie hyper carbonés, on est aussi responsables. depuis longtemps en Ouais, plus. exactement. On a quand même accumulé un paquet de carbone. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre, comme je trouve. Enfin, c'est un peu facile d'aller pointer du doigt les autres en disant, finalement, la démographie, c'est vous. Le problème écologique, c'est la démographie. Donc, le problème écologique, c'est vous. Je trouve que c'est un sophisme qui est dangereux. Il y a aussi la question, je pense, comment dire, il faut faire attention de ne pas convertir l'enfant aussi en variable d'ajustement. Parce que maintenant, on commence à avoir des discours qui consistent à dire, pour sauver la planète, ne faites pas d'enfants. Et moi, je trouve que c'est un discours qui m'inquiète un peu parce que, bon, déjà, c'est pas, si vous faites un enfant de plus ou de moins en France, ça fera pas de différence pour la planète, hein. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. On est 68 millions sur une planète de 8 milliards. C'est pas du tout la question. Et d'ailleurs, quand vous faites les calculs d'équivalence CO2 d'un enfant, un vol transatlantique sur une année, ça produit plus de CO2 qu'un enfant. Donc, il y avait une étude là-dessus qui a été bien débunkée parce qu'elle avait fait beaucoup de bruit. Bref, un enfant, c'est avant tout, je pense, une lueur avant d'être un pollueur. Je pense qu'il faut quand même inverser la chose. Un enfant, c'est aussi une boussole morale. Et les enfants, ils donnent toute leur valeur au projet écologique, en fait. D'ailleurs, l'éthique de la responsabilité de l'écologie, c'est les générations futures. Laisser un monde meilleur pour les générations futures. Et donc, si on s'amuse à se dire, bah, finalement, on se réjouit de la raréfaction des générations futures dans la planète, mais quel intérêt de se battre pour l'avenir? Il y a quelque chose, moi, qui m'embête un peu là-dedans. Et j'avais trouvé, en lisant Hannah Arendt, elle parle beaucoup de ça et elle dit finalement. J'ai la citation, je l'ai notée, je vais la dire parce que Oui, elle est très jolie. je la trouve très jolie. Dis-toi que je l'ai lu et après je me suis dit il faut que je la retrouve et je suis allé la rechercher dans le livre. Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. C'est très beau. L'enfance permet de lutter contre cette ruine naturelle du monde. C'est un rappel à l'ordre, un enfant. Enfin, alors, moi, je suis devenu papa en écrivant ce bouquin, c'était pas du tout prévu, mais je l'ai vécu moi personnellement. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, moi, ça m'a rendu encore plus écolo, en fait, d'être papa, Bah d'avoir un ouais, enfant. bah bien Ça m'a sûr. ouvert mon horizon, ça m'a décentré de mon petit nombril, et ça m'a, voilà. Et du coup, je trouve que, alors, chacun fait comme il veut, et on en parlera, mais c'est la liberté individuelle qui prime avant tout ce qu'on est en train de dire, hein, d'ailleurs, faut le dire, hein, impératif moral
morale catégorique qui est que chacun fait ce qu'il veut et que c'est d'ailleurs en premier les femmes et la liberté individuelle des femmes qui passe avant tout. Mais ceux qui veulent faire des enfants et qui hésitent pour la planète, je trouve que en fait c'est une fausse hésitation. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même un peu aberrant de vouloir mettre l'enfant comme un pollueur en puissance, un bilan carbone sur pattes, alors qu'encore une fois c'est une boussole morale. Donc je pense qu'il faut faire quand même très attention de ne pas convertir trop la démographie, effectivement, en variable d'ajustement un peu court-termiste et déshumanisante, finalement. Si on n'était plus que 1 milliard sur la planète et qu'on vivait tous comme les Qataris, désolé de les culpabiliser, mais bon, ils méritent un peu, on polluerait exactement autant. Donc... Oui, et puis il y a aussi un argument, c'est qu'en fait, maintenant, les enfants qui naissent dans le monde, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps là-dessus qui est très intéressante, c'est qu'en fait, le bilan carbone des nouveaux arrivants, il est plus bas que les anciens et il tend vers 0 à l'avenir parce qu'on est sur une trajectoire de décarbonation. Et donc, en fait, les enfants qui arrivent aujourd'hui au monde ont un bilan carbone qui est déjà plus faible que les enfants du passé. Donc, quelque part, ils pèsent encore moins qu'avant. Et donc ça c'est quand même un argument aussi assez fort, mais donc voilà, donc je pense que c'est un peu trompeur, c'est un peu réducteur de limiter les deux. Puis on a des exemples par le passé où ils se sont complètement plantés. Enfin, le livre de Paul Ehrlich, The Population Bomb, la bombe P en français, qui prédisait qu'il y allait avoir une explosion démographique, il y allait plus avoir de ressources, qu'il y allait avoir des famines, etc. En fait il a eu tout faux. On en avait parlé un peu avec Vera Nikolsky. C'était un peu parce que c'est un sujet qui l'intéresse aussi, donc c'était à côté du sien, mais t'as vu, j'avais sauté sur l'occasion pour en parler. Mais on aime tous les deux bien le rapport Meadows. Le fait qu'il soit resté pertinent pendant aussi longtemps est quand même très intéressant, mais aussi le rapport Meadows, comme Paul Ehrlich, semble s'être trompé sur cette question, parce que il fait... Alors, si je me trompe pas, il y a un spécialiste un jour qui m'a repris, mais j'ai pas compris son explication, donc il faudra qu'il recommence. Il faisait découler la chute de la population de la baisse de la disponibilité des ressources. C'est une conséquence. La population s'effondre parce que on n'a plus de ressources disponibles pour maintenir la population à ce niveau-là. Le Meadows n'avait absolument pas prévu que la population baisse avant qu'il n'y ait plus de ressources disponibles. En fait, il y avait deux choses, mais c'est un peu comme Malthus. C'est un peu l'erreur. C'est les Malthusiens, c'est-à-dire que, en fait, l'erreur de calcul, c'est qu'ils pensent la population en termes multiplicatifs et les ressources en termes additifs. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait, les ressources, par l'amélioration des rendements, de la productivité, la révolution verte, il y a eu beaucoup de choses, la technologie, le génie humain, on a réussi en fait à dupliquer les rendements et donc faire en sorte qu'on a pu nourrir tout le monde. Alors après, il y a quand même une objection que j'entends, c'est on parle de climat, on parle carbone, il y a aussi la biodiversité. Et c'est vrai que sur la biodiversité, il y a des choses à dire, et plus on est, et plus on peut estimer qu'on peut empiéter sur la biodiversité, même s'il y a encore des zones entières du monde qui sont très 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 peu peuplées et qui s'en accommodent très bien. Voilà, exactement. Les États-Unis aussi, c'est un pays qui la densité de population, la Russie. Donc il y a encore beaucoup de place quelque part. Mais en tout cas, on a réussi à nourrir tout le monde, c'est déjà ça. Et sur la biodiversité, oui, c'est une objection qu'on peut entendre. Après, il y a aussi, là aussi, en fait, un monde où les jeunes se raréfient, c'est aussi un monde où les idées nouvelles se raréfient, où la productivité se raréfie. Ça, on le voit dans les pays, on le voit bien. Et puis, il y a des économistes qui vous expliquent ça. Il y en a un qui s'appelle Charles Jones, qui dit en fait le pire dans la dénatalité, en fait, c'est le déficit d'optimisme juvénile et de nouvelles idées pour renouveler le monde quelque part, pour le sauver, si on reprend Hannah Arendt, de sa ruine naturelle. En fait, un enfant, c'est peut-être un futur scientifique, un futur Mozart, un futur qui trouvera une idée géniale qui nous permettra de relever tous les défis qu'on a. Et donc, il y a aussi ça. Je vois, même dans les maisons de retraités dont tu parlais tout à l'heure, les enfants sont naturellement joyeux. Oui. Et comment ne pas penser que cette joie ne viendrait pas à nous manquer si elle disparaissait ? Et ça revient avec aussi le vieillissement dont on parlait, parce que dans le livre, je cite Raymond Aron qui finit ses mémoires en disant en fait le pire dans la dénatalité, c'est l'installation d'un état d'esprit d'abdication. Il le dit comme ça, un état d'esprit d'abdication, virgule, de fin de siècle. De dire finalement de moins en moins d'enfants, c'est de plus en plus de personnes âgées, c'est une espérance de vie du coup médiane qui se réduise, le corps électoral, mais aussi dans la société, l'état d'esprit. Et puis on sait que quand on vieillit, on devient un peu nostalgique, qu'on est un peu moins vigoureux. On est tourné vers le passé, et donc on est tourné vers le passé. Et donc c'est pas anodin d'ailleurs
dire, en France, moi je l'analyse un peu comme ça. Le disque rayé là du C'était mieux avant qu'on entend en permanence maintenant, il est aussi lié au vieillissement de la population. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même état d'esprit dans une nation, une population vieillissante ou hyper jeune comme dans les années 60 où c'était jouir sans entrave, c'était 69 années érotiques, c'était l'avenir était encore plein d'espoir. Alors il y a pas que ça, il y a plein de choses qui ont changé entre-temps, mais du coup ça change aussi l'état d'esprit d'un pays. Et donc, moins d'enfants, c'est aussi un pays qui se rabougrit et qui, passe son temps à parler du passé, qui ne croit plus en l'avenir. Et ça pèse beaucoup. Moi, ça me touche énormément. Tous ces discours-là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'avenir est devenu une crainte, est devenu une menace. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un espoir. On arrivait à se projeter, on arrivait à se dire que le futur sera meilleur et à regarder loin devant. C'est plus le cas aujourd'hui.